Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à la fois ici au sein de la Maison de l'Avocat et puis également en distanciel. On a un certain nombre de personnes aussi qui nous suivent. Donc voilà, merci à vous pour cette participation, donc cette petit casse-route juridique qui porte justement sur les appels d'offres, sur comment remporter un appel d'offres. Donc on va essayer au cours de l'heure et demie justement qui nous est proposé de pouvoir vous présenter un certain nombre de petites aides justement pour vous aider à pouvoir préparer au mieux vos offres, à identifier les appels d'offres, etc. Donc moi je suis Arnaud Barthélemy, je suis avocat au barreau de Nantes, j'exerce depuis 4-5 ans en droit de la commande publique et de manière plus générale en droit public. Et puis je vais juste en profiter pour que Marianne Angibaud également puisse se présenter. Bonjour à tous, Marianne Angibaud, j'exerce également à Nantes en droit public et spécifiquement en droit de la commande publique. On vous prépare donc une formation pour préparer au mieux un appel d'offres et voilà, l'idée était de ce côté candidat et du côté des astuces pour bien lire notamment les avis d'appel public et les règlements de consultation. On va essentiellement commencer par rappeler des notions un peu préalables pour que vous puissiez bien suivre le fil de notre formation. Et ensuite, nos propos vont s'articuler en 3 temps. Trouver un appel d'offres intéressant et ensuite l'interpréter, le lire et le comprendre. Ensuite, préparer son offre et ensuite, que faire quand son offre est rejetée. Voilà. Donc, on va commencer donc par quelques notions préalables. Qu'est-ce qui se cache qu'est-ce qui se cache derrière un appel d'offres? Généralement, c'est un marché public. Un marché public, c'est une notion juridique très particulière qui est définie par le Code de la commande publique. Donc, un marché, c'est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au Code de la commande publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à un besoin qui est défini par l'acheteur lui-même en matière de travaux, en matière de fourniture ou de services, et évidemment en contrepartie d'un prix. Donc, on a un besoin qui est défini par l'acheteur, il fait appel à des opérateurs économiques qui vont répondre à son besoin et en contrepartie de la réalisation de son besoin, donc en termes de travaux, services ou fournitures, l'acheteur public va rémunérer l'opérateur. Alors, qui sont ces acheteurs publics? Il y a 2 grandes catégories, pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice. C'est des notions assez compliquées, donc l'idée c'est simplement de vous donner quelques images de qui peuvent être ces acheteurs publics. La majorité, ce sont vos communes, les départements, les régions, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, et également les établissements publics, par exemple les établissements publics de santé, les hôpitaux, etc. Quelques chiffres sur le marché de l'achat public. On voit que depuis 2016-2017, ce marché est stable. Il y a de nombreuses demandes de la part des acheteurs publics puisqu'ils externalisent de plus en plus. Donc, ils font appel au privé de plus en plus. Et il y a une part, évidemment, qui est accordée aux petites et moyennes entreprises. Et les réformes du droit de la commande publique vont dans le sens d'un accès un peu privilégié pour les PME. Et on voit que certes, les PME ne s'alignent pas sur les grandes entreprises, mais petit à petit gagnent un peu plus de marché, notamment à l'aide de l'allotissement, des groupements d'entreprises, etc. Merci. Également, pour finir cette brève introduction, qu'est-ce qu'un process d'achat public? Il y a plusieurs étapes clés. Ici, on vous présente donc un schéma général, évidemment qui s'adapte en fonction de certaines procédures de passation qui sont très particulières, mais de manière générale,
Voici les différentes étapes clés donc, du process achat qui commence par une définition du besoin par l'acheteur qui va être traduit par l'avis d'appel public à concurrence et la rédaction de son document de consultation. Ensuite, il y aura un certain délai qui va être donné aux opérateurs pour y répondre, généralement un mois. Après la réception de l'ensemble des candidatures et des offres, il y a une analyse qui est suivie et de temps en temps une négociation. Une fois que les négociations sont bouclées ou que la réception des candidatures et des offres a été également bouclée, il y a ce qu'on appelle un rapport d'analyse des offres qui est effectué par l'acheteur public. Et une fois cette analyse des offres faite, on choisit le candidat, on attribue le marché et ensuite on signe le marché. C'est bien deux étapes distinctes. Je laisse la parole à... Bien sûr, je t'en prie, Marie. Alors du coup, là, on parle donc de remporter des appels d'offres, de gagner des marchés publics. Il va falloir déjà commencer par trouver les appels d'offres et savoir où est-ce qu'on les trouve. Alors, tout d'abord, au préalable, une petite précision. Comment est-ce qu'on trouve un appel d'offres? Via un avis de marché. Cet avis de marché, il peut prendre deux formes en réalité. Vous avez soit ce qu'on appelle donc l'avis de marché type classique, c'est-à-dire ce qui va lancer la procédure, c'est le début, c'est le top go. Soit vous allez avoir effectivement un avis de pré-information ou un avis périodique indicatif. Passons ces détails-là. Revenons-en simplement à l'essentiel par rapport à ces avis de pré-information. C'est d'une part, soit ça va vous avertir effectivement que l'acheteur compte passer un marché public, soit ça va également permettre de lancer la procédure. Donc voilà, ça c'est une petite précision. Maintenant, où est-ce que je trouve mon avis de marché? Ça, c'est le plus important. Alors, vous avez en réalité pléthore de sites internet, de journaux dédiés qui vont vous permettre de trouver des avis de marché. Alors, la première hypothèse, ça va être de se lancer dans les journaux d'annonces légales. Vous en avez beaucoup. Je dirais même que vous en avez énormément. C'est un océan, si je puis dire. Vous pouvez vous y perdre. Vous allez perdre beaucoup de temps. Alors après, on adore tous lire la presse locale spécialisée. Berck Nouvelles, Le Power, Ouest France, bien évidemment, etc. En réalité, ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous allez perdre du temps. Et on vous déconseille de passer par les journaux d'annonces légales. En revanche, vous pouvez cibler en fait quelques sites institutionnels, des centrales d'achat et également aussi oui, les centrales d'achat, pardon, et tout ce qui va être des sites aussi publiés par des personnes publiques qui vont vous permettre en fait de pouvoir identifier justement les appels d'offres. Alors, on en a quelques-uns qui sont assez connus. On a le BOMP, on a bien évidemment aussi la plateforme Place, qui est une plateforme de l'État. Vous avez aussi justement des structures, on va dire locales, qui publient des appels d'offres. Alors, à commencer par les acheteurs publics, qui sur leur site internet peuvent avoir effectivement des publications d'appels d'offres. Vous avez aujourd'hui aussi Axemapa, vous avez aussi Centralis, un certain nombre de sites aussi comme Aprolis qui sont d'origine publique, qui vous permettent justement de pouvoir identifier en fait des avis de marché. Alors concrètement, vous allez aller sur le site internet, vous allez avoir une barre de recherche dans laquelle vous allez mettre des mots-clés, vous allez pouvoir mettre une localisation le cas échéant, et ensuite après, quand vous appuyez sur rechercher, vous allez avoir toute la liste justement des avis qui sont susceptibles de vous intéresser. C'est bien, mais c'est aussi assez fastidieux parce que vous allez devoir mettre en œuvre en fait une réelle réflexion sur l'identification des mots-clés qui vont vous permettre ensuite de pouvoir trouver le bon avis et au bon endroit aussi. Tout dépend aussi de votre périmètre d'intervention recherché. Donc ça, c'est la solution, on va dire, médiane, qui est déjà beaucoup mieux que d'aller se faire dans l'océan des journaux d'annonces légales. Et enfin, vous avez une troisième solution, alors qui est payante, bien évidemment, mais vous pouvez recourir à des prestataires qui vont en fait faire un peu tout le boulot d'identification des appels d'offres pour vous. Alors, je ne citerai pas les noms, et d'ailleurs, on n'a aucun intéressement sur le fait de les citer, mais sachant en tout cas que ça existe, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, et notamment si vous êtes dans une logique entre guillemets, de viser un maximum de marchés, un maximum d'appels d'offres auxquels vous voulez répondre, on vous conseille éventuellement de passer par ces prestataires-là. Il y en a d'autres aussi. Ça, c'est ceux qui sont les plus visibles, si je puis dire, sur Internet. Mais ça peut vous faire gagner du temps. Par contre, ça va vous coûter un petit peu d'argent, entre guillemets. Donc ça, c'est un élément à avoir, bien évidemment, à l'esprit. Il y a un élément qui est intéressant à avoir, si je puis dire, un petit plus. C'est quand vous cherchez justement à identifier des appels d'offres, le niveau de publication en fait, de l'avis va vous permettre déjà de récupérer un certain nombre d'informations, ne serait-ce que de savoir où est-ce que votre avis en fait, a été publié. Concrètement, au-delà de certains montants, vous avez des obligations de publication, par exemple au BOMP ou au JOU. Vous allez avoir sinon, à une échelle inférieure, justement uniquement, par exemple, le BOMP. Vous allez avoir sinon, par exemple, de la presse locale spécialisée, des journaux d'annonces légales. Enfin voilà, l'acheteur, il faut savoir qu'il est soumis à des seuils de publicité en fonction du montant estimatif de son marché. Et donc, par conséquent,
ne serait-ce qu'en connaissant le niveau de publication de votre appel d'offres et en fonction aussi de la typologie des marchés, savoir est-ce que c'est du travaux, du service, de la fourniture ou des services sociaux, vous allez pouvoir avoir une idée justement du montant global du marché. Et ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre justement de paramétrer un petit peu votre offre aussi en fonction, entre guillemets, de l'argent que vous pouvez obtenir, de la rémunération, si je puis dire, ou des autres contreparties que vous pourriez obtenir justement pour tel ou tel appel. Donc ça, c'est un élément à avoir à l'esprit. Il faut savoir que ces seuils sont quand même régulièrement actualisés. Ne les confondez pas non plus avec les seuils de procédure, c'est autre chose. Mais n'hésitez pas à aller sur les sites comme servicepublic.fr. Vous allez avoir des petits moteurs intelligents qui sont vraiment bien faits, qui vont vous permettre vraiment en fait, de savoir très rapidement, en fonction de tel niveau de publication, quel est le montant estimatif du marché, et surtout d'avoir une information actualisée. Là, par exemple, dans les seuils de procédure, mais c'est autre chose que les seuils de publicité. On a une mise à jour là qui est intervenue avec des seuils qui sont applicables jusque la fin de l'année 2022. Donc voilà, ça c'est des choses à avoir à l'esprit, si je puis dire, en termes de petits plus. Maintenant, je suis allé sur ma plateforme dématérialisée, j'ai lu mon journal d'annonce légale, j'ai identifié un avis, j'ai cliqué si je suis sur un site dématérialisé. Quelles informations je vais pouvoir tirer de mon avis pour pouvoir un peu discriminer, si je puis dire, le grain de livre. Entre guillemets, les appels d'offres, clairement, vous n'avez même pas besoin de lire l'ensemble des pièces du marché pour vous dire non, là, j'y vais pas. Voilà. Donc, quand vous lisez un avis, vous avez un certain nombre d'informations. Alors, peut-être que sur la plateforme, la visioconférence, c'est un petit peu plus lisible. Là, vous êtes un petit peu éloigné de l'écran. Mais ce qu'il faut identifier tout d'abord, alors tout bêtement, c'est l'objet du marché. Déjà là, vous allez avoir des informations. Alors là, c'est un appel d'offres qui est passé, pour la petite histoire, par un syndicat qui intervient dans le domaine de la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Et ils veulent une labellisation, en fait, établissement public territorial de bassin. Bon, je passerai les détails, c'est des sujets sur lesquels on a l'habitude d'intervenir nous. Mais du coup, vous connaissez déjà l'objet. Donc là, si vous connaissez un petit peu votre secteur, et c'est forcément le cas, vous allez savoir un petit peu déjà sur quoi va porter l'objet de la prestation. Ensuite, vous avez un deuxième point important, c'est le type de marché. Vous allez savoir si c'est effectivement du service, des travaux ou simplement de la fourniture de biens. Ça, c'est un élément important. Vous avez aussi le mode de passation, c'est de la procédure adaptée. Alors là, ça, c'est intéressant aussi à savoir parce que en complément justement des seuils de publicité, les seuils de procédure vous permettent aussi d'avoir une information sur le montant estimatif du marché. Donc ça aussi, vous pouvez aller sur servicepublic.fr, vous reporter à toute la documentation, et Dieu sait que Internet regorge de documentation à ce sujet-là, pour avoir un petit peu plus d'informations justement sur le montant estimatif et savoir ce que vous allez pouvoir récupérer. La durée, ça aussi c'est important, vous savez un petit peu sur quelle durée vous allez vous engager. Et ensuite, après, vous allez avoir d'autres informations plus générales, on va dire, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Par exemple, est-ce que vous allez pouvoir proposer des variantes par rapport aux attentes qui sont exprimées dans le document de consultation des entreprises, donc l'ensemble des pièces que vous allez pouvoir télécharger ensuite. Voilà, ça c'est un élément qui est intéressant. Vous allez avoir d'autres informations aussi qui sont plus intéressantes, on va dire, sur le plan d'exécution financière, savoir si, par exemple, vous allez devoir présenter des garanties financières pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. Ça, c'est un élément qui n'est pas neutre, vous en aurez généralement, bien évidemment. Et aussi, par exemple, la forme juridique de la réponse. Parfois, et on aura l'occasion de revenir tout à l'heure dessus, vous allez vouloir répondre à un appel d'offres, en fait, vous êtes, entre guillemets, compétent que pour une partie de ce marché, mais vous avez envie de répondre. Vous allez développer des partenariats et vous allez former un groupement avec ces partenaires. L'idée, c'est que cette information-là va vous dire complètement si votre groupement il est solidaire, simplement avec un mandataire solidaire, ou est-ce que c'est un groupement conjoint. On verra tout à l'heure que ce n'est pas neutre sur le plan du fonctionnement du groupement. Donc ça, c'est un élément aussi important à avoir à l'esprit. Un autre élément, et alors là, qui est essentiel, ce sont les critères d'attribution. Ça, c'est vraiment la grille d'analyse de votre offre par l'acheteur. C'est vraiment l'une des premières choses aussi qu'il faut regarder. Parce que clairement, par exemple, là, on voit qu'on a 60% sur la valeur technique de l'offre, 40% sur le coût. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que votre acheteur, il a une offre qualitative. Le prix, ce n'est pas le critère essentiel. Dans certains autres appels d'offres, ça pourrait être le critère essentiel. Ça l'est d'ailleurs très souvent. Mais généralement, quand on voit qu'on a 60 ou 70% sur la valeur technique, c'est qu'on a un acheteur exigeant, on a un acheteur qui veut de la qualité. Et ça, c'est un élément important aussi à avoir à l'esprit quand vous allez construire votre offre. Parce que vous n'allez pas appréhender les choses de la même manière. Et ça, c'est aussi un élément assez important. Autre élément aussi important, vous allez avoir un lien, souvent, donc les renseignements. Vous allez cliquer dessus et là, vous allez généralement en fait, accéder à la plateforme acheteur qui va vous permettre en fait, d'échanger avec l'acheteur public. Vous avez des questions à lui poser. Vous allez pouvoir passer par cette plateforme. Vous voulez télécharger l'ensemble des pièces du marché. Vous allez passer par ce lien. Vous voulez déposer cette offre.
votre offre, pardon, vous allez également passer partiellement. Donc ça, c'est un élément aussi important à avoir à l'esprit. Et enfin, bien évidemment, ce qu'on appelle très gentiment la DLRO, qui est donc en fait la date limite de remise des offres, c'est un terme acronymique qu'on aura l'occasion de réemployer aujourd'hui, va vous indiquer en fait la date de remise de votre candidature et aussi de votre offre. Là, par exemple, on voit que c'était le 11 octobre 2021 à 11 h. Concrètement, si vous déposez à 11h01, le 11 octobre 2021, vous êtes hors délai, dépôt tardif, vous êtes rejeté. Donc ça, c'est un élément important à voir parce que ça va vous permettre toujours tout de suite de savoir quel est votre calendrier de remise de votre offre. Ça va vous permettre de mettre en œuvre une méthodologie efficace aussi pour pouvoir répondre dans ces délais, ce qui est d'autant plus important aussi quand on répond en groupement. Donc pour résumer, quand je lis un avis, il y a une chose vraiment très importante, c'est de choper ces premières informations, si je puis dire, parce que ça va vous permettre tout de suite de discriminer les avis qui vous intéressent, les avis qui ne vous intéressent pas. Et ça va vous faire gagner un temps tout à fait formidable. Il faut savoir que quand on cherche des marchés, ça prend énormément de temps. Or, vous, ce n'est pas non plus forcément votre fonction première. Vous êtes là pour proposer des prestations de services, réaliser des travaux, proposer des fournitures de biens. Vous n'avez pas forcément le temps, ni même les moyens parfois en interne, pour pouvoir déléguer ce type de tâches qui sont très, très chronophages. Donc voilà, donc retenez ça. Il y a un certain nombre d'informations vraiment qu'on peut typer très rapidement pour savoir concrètement ce qu'il en est de ce marché auquel on s'apprête à répondre. Donc voilà. Maintenant, vous avez trouvé un avis qui vous intéresse. Vous avez regardé ces premières informations, vous vous dites, bon, c'est cool, là, je vais y aller. Comment je fais? Ça dépend du type d'avis, en fait. Concrètement, si c'est un avis de pré-information ou un avis périodique, il va falloir que vous vous manifestiez auprès de l'acheteur public pour montrer votre intérêt. Voilà. Et donc ensuite, vous aurez plus d'informations au moment où justement vous aurez l'avis de marché qui sera publié, si les informations ne sont déjà pas contenues dedans. Ensuite, vous avez également effectivement des avis de pré-information périodique. Eux, là, concrètement, vous allez déjà vous procurer, dans certains cas, pouvoir vous procurer, les documents de la consultation. Ça, c'est aussi un élément important. Vous allez cliquer sur le lien et vous allez pouvoir récupérer ce qu'on appelle le DCE. On y vient tout de suite après. Et ensuite, vous avez également l'avis de marché. Là, c'est la même solution. Donc, aujourd'hui, juste avec la dématérialisation des procédures, c'est un truc que j'évoquais là à l'instant, vous allez pouvoir en fait cliquer sur un lien, accéder à la plateforme acheteur et pouvoir obtenir toutes ces informations. S'il devait arriver que vous ne puissiez pas passer par le lien, il s'agit juste de prendre contact effectivement avec l'acheteur public, avec les coordonnées téléphoniques, courriels, postales qui sont communiquées pour pouvoir justement obtenir l'ensemble des pièces de la consultation. Alors, les pièces de la consultation, c'est ce qu'on appelle donc le document de consultation des entreprises. C'est, si je puis dire, un peu une nébuleuse avec un certain nombre de documents qui sont compris justement dans ce document de consultation des entreprises. Vous avez déjà, donc ça c'est une chose à savoir, l'ensemble des pièces du contrat, si je puis dire. Dès ce stade-là, vous avez en fait toutes les pièces qui vont être, entre guillemets, votre référentiel dans le cadre de l'exécution du contrat, au niveau des attendus techniques, au niveau, par exemple, des modalités de règlement financier de vos prestations. Vous avez vraiment énormément d'informations. Maintenant, on est encore au stade de la préparation. Là, ce que je raconte, c'est un petit peu anecdotique. Mais concrètement, vous avez l'avis de marché qui est dans le DCE et que vous êtes déjà procuré, donc ça, vous le mettez de côté. Vous avez ensuite le règlement de consultation. Le règlement de consultation, c'est ce qu'on appelle en fait les règles du jeu, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer concrètement quelles sont les modalités de remise de votre candidature, quelles sont les pièces à remettre, quelles sont les modalités de remise de votre offre, quels sont les éléments qu'il va falloir mettre en avant. Vous allez avoir un rappel et souvent même un détail des critères d'attribution de votre marché. Vous avez tout un nombre d'informations qui sont extrêmement importantes pour savoir comment est-ce que vous allez répondre. Et même parfois, et ça c'est un élément, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, dans le règlement de consultation, on vous précise qu'il y a un cadre de réponse technique. Alors ce cadre de réponse technique, c'est soit éventuellement présentez-nous vos équipes, votre méthodologie, quelles sont les prestations aussi que vous nous proposez, quelles sont vos références, mais parfois vous allez aussi avoir un document Word et il faudra répondre dans ce document Word. Si ça, vous ne voyez pas dans le règlement de consultation que vous faites la meilleure offre du monde, eh ben, vous allez être rejeté. Ce qui est fort dommage parce que vous aurez passé beaucoup de temps à préparer votre appel d'offres. Donc voilà, le règlement de consultation, c'est vraiment les règles du jeu, de la prestation du marché, c'est votre référentiel. Voilà. Vous allez avoir le CCTP et ses annexes. Le CCTP, en fait, c'est le cahier des clauses techniques particulières. Voilà le significatif de cet acronyme. Et dans ce CCTP, vous allez avoir en fait tous les attendus sur le plan technique de la part de l'acheteur public. Donc c'est un élément essentiel. Vous devez bien le lire, vous en imprégner. Ça, c'est un élément aussi important. Et enfin, vous avez des pièces qui ont une vocation beaucoup plus contractuelle. L'acte d'engagement.
Donc là, concrètement, c'est là où vous allez retracer concrètement vos prix, qui vous êtes, qui sera le référent du marché au sein de votre entreprise, etc. Donc ça, c'est aussi un élément important, mais c'est plus dans la manière de le rédiger plutôt que les informations qu'on va pouvoir en récupérer. Donc voilà. Et donc, bon, ce schéma, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, l'objectif, c'est de vous faire une présentation opérationnelle. Mais dites-moi, en tout cas, vous avez déjà votre contrat avec un CCAP et un CCTP qui peuvent renvoyer aussi parfois des documents plus généraux, qui ne sont pas forcément présents dans le dossier, mais auxquels vous pourrez accéder en fait via Internet, qui sont en fait les CCAG et les CCTG. Ce sont des documents un peu plus généraux, mais l'objectif de la présentation d'aujourd'hui n'est pas forcément de rentrer dans les méandres de ces documents administratifs et techniques. Voilà. Donc, juste pour terminer sur l'identité des appels d'offres, retenez une chose, automatisez vos process. C'est très important. Que ce soit dans la mise en place d'une routine en fait, pour l'identification des appels d'offres, c'est-à-dire quelle est la périodicité des consultations. Est-ce que je fais ça 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 1 fois par mois? Ça, c'est un élément à avoir en place. Ensuite, bien identifiez-vous sur quel site internet vous allez aller et également aussi vos mots-clés. Quels sont les mots-clés que vous allez utiliser par rapport aux prestations que vous avez à proposer pour pouvoir identifier donc, le bon appel d'offres. Et au besoin, bien évidemment, déléguer ou externaliser via des prestataires qui sont bien évidemment payants. Un autre élément important, mais là, on anticipe un petit peu déjà sur la préparation du suivi des appels d'offres, c'est se faire un tableau de suivi pour savoir où est-ce que l'on est. Parce que si vous avez un grand bureau avec plein de documents que vous allez joliment imprimer et vous allez rapidement vous perdre dedans si vous répondez à beaucoup d'appels d'offres. Donc, ce qui est sympa, c'est de se faire un fichier Excel. Concrètement, vous avez la date limite de remise de l'offre, vous avez le nom du client, enfin du futur client, on l'espère, l'objet du marché. Vous allez avoir éventuellement aussi les partenaires que vous avez identifiés pour y répondre. Lequel de ces partenaires a le mandat aussi, ça c'est un élément important. Et après, vous pouvez intégrer un certain nombre d'informations utiles, comme par exemple les prochaines échéances pour la préparation de votre offre, si vous êtes avec des partenaires, votre calendrier que vous êtes mis en place. Voilà, ça c'est un élément qui est très utile pour vraiment vous appuyer dans ce processus à la fois d'identification, mais de préparation de votre offre. Donc voilà pour ce qui est de l'identification, si je puis dire, des appels d'offres qui peuvent être intéressants. Maintenant, vous avez identifié votre appel d'offres, vous avez votre calendrier en tête. On va essayer de voir un petit peu maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser justement avant la date de remise de votre offre, justement cette préparation de votre candidature et de votre offre. Quand je parle d'offre, en réalité, je parle de candidature et d'offre. Voilà, on peut revenir sur cet élément plus tard. Alors, tout d'abord, les exigences de fond. Après, on verra quelques éléments sur la compétence. Et ensuite, après, on parlera des exigences de forme qui sont aussi essentielles. Sur le fond de votre offre, bien évidemment, vous respectez les spécifications techniques et vous prenez en compte les critères d'attribution du marché. Concrètement, si vous voyez qu'il y a une spécification technique bien précise, il va falloir la respecter. Il va falloir montrer dans votre offre que vous répondez à cette spécification technique. Les critères de sélection. Si vous avez 70% sur le prix et que vous êtes à 30%, on va dire, sur la qualité des prestations, il va peut-être falloir éviter de mettre un prix trop élevé par rapport à ce que vous pratiquez usuellement parce que vous risquez concrètement de vous faire mauvais. Donc ça, c'est un élément aussi à avoir à l'esprit. Adapter ces grilles tarifaires en fonction des critères d'attribution des marchés. Ensuite, bien évidemment, vous mettez en valeur vos qualités. Vous avez parfois des labels, des certifications, vous avez des rapports d'essai sur vos produits que vous souhaitez commercialiser, par exemple. Ça, il va falloir les mettre en valeur. Si éventuellement l'acheteur public impose un label, une certification particulière, si vous avez une certification équivalente, allez-y. Ne vous sentez pas limité parce que vous n'avez pas ce label précis. Il ne pourra pas vous refuser à partir du moment où votre label que vous avez, justement, permet de répondre aux mêmes exigences. Ça, c'est un élément aussi important à avoir à l'esprit, ne pas se discriminer soi-même parce qu'on aurait un label bien précis qui ne serait pas, que l'on n'aurait pas en poche, si je puis dire. D'ailleurs, l'acheteur ne peut pas vous imposer des labels qui ne seraient pas strictement liés justement à la réalisation efficace justement de vos prestations. Et ensuite, jouer la carte de la complémentarité, développer des partenariats, on y reviendra un petit peu après, mais c'est toujours important de se dire qu'on peut aussi répondre en groupement, on peut aussi sous-traiter. Alors la sous-traitance, bien évidemment, on ne va pas sous-traiter les prestations essentielles, mais en tout cas, on peut le faire raisonnablement. Donc voilà pour ce qui est, on va dire, de cette partie sur le fond de l'offre. Juste un élément, si vous répondez en groupement, sachez une chose, hein, c'est que si vous êtes en groupement, vous allez être chacun responsable en fait, financièrement de l'exécution de vos prestations. Si vous êtes en groupement solidaire, tout le monde sera responsable de tout le monde. S'il y a juste un mandataire solidaire, c'est juste le mandataire qui sera responsable financièrement de l'exécution des prestations des autres membres du groupement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les acheteurs, quand on répond au groupement,
demandent de plus en plus des groupements avec mandataires solidaires. C'est un élément à avoir à l'esprit. Nous, par exemple, en tant qu'avocats, on ne peut pas être mandataire d'un groupement solidaire. Donc, quand il y a ce type d'exigence, on grince des dents, parce que souvent, on se demande pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, on est obligé de donner le mandat à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être un technicien, ça peut être un financier, ça peut être un technicien, j'allais dire crépiteur, mais finalement, c'est la même chose. Voilà. Et ensuite, dans le groupement, ça, c'est aussi un élément à avoir à l'esprit, c'est créer un climat de confiance. Un climat responsable et confiance, c'est-à-dire identifier bien vos interlocuteurs au sein de chaque membre, clarifier bien les missions, la répartition des missions que vous aurez entre chacun de ces membres. Au besoin, formaliser aussi votre partenariat par une convention, ça c'est un élément important. Et si vous êtes mandataire, alors là, évitez la guerre nucléaire en modifiant unilatéralement, si je puis dire, les parties et surtout les prix de vos partenaires. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est très compliqué à gérer. Et surtout, ça ne permet pas de pérenniser des partenariats qui peuvent être très intéressants sur le long terme, puisque plus vous travaillez ensemble, plus vous connaissez, plus vous êtes capable aussi de proposer des offres qui sont vraiment pertinentes pour les acheteurs. Voilà. Je vais avancer rapidement parce que le temps est court. Concrètement, sur la forme de votre offre, donc, comme je l'ai dit, respectez bien le cadre de réponse qui est prévu par l'acheteur, ça c'est un élément essentiel. Ça arrive, même aux gens qui ont l'habitude de faire des marchés publics, d'être à fond. Puis un jour avant la date limite de remise des offres, on se rend compte qu'il y avait un petit document Word caché parmi les 15 documents qui étaient dans le DCE et qui en fait était un cadre de réponse technique. Vous avez fait un truc super bien léché et tout, et ben là il va falloir le mettre parfois dans un document Word qui fait que 5 pages, vous avez préparé une note pédologique qui en faisait 40, c'est compliqué à gérer, c'est une perte de temps et c'est bien dommage. Voilà, donc ça c'est un élément important à garder à l'esprit. Ensuite, il y a une autre chose aussi, c'est suivre un petit peu l'air du temps. Aujourd'hui, c'est vrai que présenter des offres avec des gros pâtés au format Times New Roman, Police 12, un Times 1,5, où il n'y a pas un seul schéma, il n'y a pas une seule image ou autre, c'est plus trop dans l'air du temps, si je puis dire. Donc, comme on le dit, et moi, c'est une analyse très personnelle, mais dites-le avec un schéma quand vous pouvez, ou un logigramme, une infographie. Enfin, voilà, apporter du design dans vos présentations méthodologiques, c'est un élément essentiel. Et surtout, ça vous permettra, et ça c'est en lien avec le facteur humain, de pouvoir être clair et lisible aussi de la part de vos acheteurs publics. Concrètement, et je reste sur ce deuxième point avant d'aborder le troisième, vous n'allez pas vous adresser par exemple à une autorité centrale, donc l'État entre guillemets, comme vous allez vous adresser à une commune ou même par exemple à un département ou une région. La personne que vous aurez en face de vous aura une appréciation différente de ce que vous faites. Et ça, c'est un élément important à avoir à l'esprit et qui est en lien avec ce facteur humain. Donc, vous pouvez, entre guillemets, avoir une approche, on va dire, un peu plus sobre quand vous allez vers des autorités centrales parce que, voilà, on a une philosophie qui leur est propre, si je puis dire. Si vous adressez à une commune, n'hésitez pas à mettre face à vous, vous avez des gens qui sont un peu des couteaux suisses, qui font énormément de choses, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Donc, si vous clarifiez la transmission de l'information, ça peut que vous aider parce que, et là on en revient au facteur humain, vous répondez à une offre, mais vous n'êtes pas les seuls. Moi j'ai déjà fait donc, de l'assistance à passation de marché public. Des fois vous recevez 15 offres, elles font toutes 100 pages. Vous devez les analyser, trouver l'information parfois là où elle n'est pas. C'est compliqué, c'est fastidieux, c'est fatigant. Il va falloir aider entre guillemets en mettant des petites béquilles à votre acheteur, en l'aidant à trouver l'information là où elle est, clarifier les choses, éviter de vous répéter aussi. Ça arrive souvent de lire la présentation du cabinet, la présentation de l'équipe et même parfois la compréhension du besoin. Mais en fait, on a à chaque fois le même paragraphe qui a été reproduit. C'est fatigant. Et puis à un moment donné, surtout, ça empêche d'aller trouver la bonne information là où elle est. Et souvent, elle est là, cette information, mais on n'arrive pas à la trouver. Donc ça, c'est un élément aussi important. Après, voilà, juste sur le dépôt de l'offre, il faut savoir que vous avez la plateforme acheteur, mais ça, on ne va pas trop développer parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et juste en conclusion, voilà, sur ces parties-là, et après je vais laisser la main à Marielle, quelques dernières recommandations. Apprenez à connaître vos clients. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière à une commune ou à une communauté de communes, comme vous allez vous adresser par exemple à une métropole, à un département, à une région, à une autorité centrale ou même à une entreprise publique locale qui va avoir une fibre beaucoup plus économique, si je puis dire. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête. Ensuite, la richesse du territoire, ça c'est des éléments aussi qui sont importants. Quand vous êtes sur des territoires riches, ça va vous aider aussi à mieux appréhender votre critère financier, si je puis dire, dans la sélection de votre offre. Si vous êtes face à un service public administratif ou un service public industriel et commercial, vous fournissez par exemple des biens dans le cadre d'un service public administratif, vous savez que concrètement,
les modalités de financement de ce service sont que vous n'allez peut-être pas pouvoir, surtout si vous êtes sur un territoire un peu sinistré, proposer des prix extrêmement élevés. Par contre, si vous êtes sur un service public industriel et commercial, donc il y a une redevance qui est payée par les usagers en général, là, vous savez qu'il y a un petit peu plus de prix, si je puis dire les choses trivialement, vous allez pouvoir aussi adapter vos prix en fonction de ça. Ça, c'est un élément important et surtout, intégrer le facteur humain, vous adresser à des institutions publiques, mais derrière, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont là aussi pour appréhender vos offres. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier, cet aspect humain, sociologique dans les marchés publics. Ensuite, nouer des partenariats, identifier les expertises complémentaires, faites-vous connaître, allez les rencontrer, créez-vous un réseau, entretenez ce réseau, cartographiez ce réseau aussi si vous voulez intervenir au niveau national. Parce que, par exemple, vous aurez peut-être un partenaire intéressant dans le nord de la France, mais qui ne voudra pas intervenir dans le sud de la France. Mais par contre, vous aurez peut-être un autre partenaire dans le sud de la France qui pourra vous intéresser. Donc, essayez de cartographier un peu tout ça en faisant des outils qui soient le plus pratiques pour vous et qui soient adaptés justement aussi à vos modes de fonctionnement internes. Mettez pas en place des process trop compliqués que vous ne serez pas capable de mettre en œuvre parce que vous avez déjà un plan de charge quotidien de 15 heures et que vous n'allez pas vous rajouter 4 heures simplement pour faire du suivi de passation de marché public. Et enfin, bien évidemment, automatisez encore et toujours vos process. Faites-vous des trames de présentation de votre entreprise. Adaptez ces trames. Concrètement, il ne s'agit pas de vous dire, bon, demain, je vais répondre à des marchés publics, je vais me faire 15 trames et puis après, j'y vais. Non, c'est quand vous répondez à un marché, vous avez fait une trame, cette trame-là, vous la mettez de côté au format Word, vous la gardez proprement de côté et vous savez que quand vous allez répondre à un autre marché, vous allez repartir de cette trame, vous allez l'adapter aussi, bien évidemment. Ça, c'est extrêmement important et les acheteurs sont de plus en plus sensibles au fait d'avoir des trames adaptées. Je pense qu'ils ont eu trop l'habitude d'avoir des choses, si je puis dire, un peu trop copier-coller et qui impactaient in fine aussi l'appréhension par l'acheteur public de la qualité de votre travail et de vos prestations. Voilà. Et juste pour finir, quelques écueils à éviter, mais là, on en a déjà parlé finalement. Ne pas adapter vos trames, inclure des trames non autorisées. Tout bêtement aussi, quand vous signez votre acte d'engagement, que la personne qui signe l'acte ne soit pas la personne compétente pour le faire. Ça, c'est toujours un peu dommage, mais ça peut arriver. Ne pas prévoir aussi un délai suffisant pour le dépôt de votre offre. Ça arrive souvent, malheureusement, de se dire la deadline, c'est midi, il est 11h50, il faut que j'y aille. Vous avez un souci de connexion Internet, c'est fini. Vous avez un travail parfois de 2 semaines, parfois même beaucoup plus long d'un mois, qui va tomber à l'eau simplement parce que vous y êtes pris à la dernière minute. Alors, ça marche heureusement souvent, mais il faut faire gaffe quand même. Voilà. Et ensuite, si vous travaillez en groupement, clarifiez la répartition des rôles, identifiez bien les personnes ressources, respectez aussi vos engagements, vos calendriers, faites preuve d'un maximum de professionnalisme, ça c'est vraiment important. Et enfin, alors là on le dit, mais c'est plus à titre humoristique parce qu'aujourd'hui c'est quand même bien intégré du côté des opérateurs économiques. Ne faites pas de cadeaux, si je puis dire, à vos acheteurs. Ne les invitez pas au restaurant avant de répondre à un appel d'offres. Ne leur offrez pas des tableaux. Ne leur offrez bien évidemment pas d'argent. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les marchés publics à la papa. Il y a 20 ans, ça passait. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et il y a un gros risque pénal, à la fois pour l'acheteur public, mais aussi pour vous. Donc voilà, c'est toujours dommage de se retrouver en garde à vue au tribunal. Et même si parfois on vous dit non, mais ça va passer, t'inquiète pas. N'oubliez pas que quand vous êtes en garde à vue, quand vous êtes face au juge, vous êtes seul. Les gens qui vous auront conseillé gentiment, ils ne seront pas là avec vous pour vous aider. Donc voilà, vous êtes seul et vous êtes responsable de vos actes. Ça, c'est un élément aussi important à avoir à l'esprit. Maintenant, je vous propose de passer à toutes les démarches qui vont être mises en œuvre après la date de remise de votre offre. Et pour ce, je laisse la parole à ma sérénissime confrère. Bonsoir, Merci. Alors, après le dépôt de votre candidature et de votre offre, les choses ne sont pas terminées. Si par hasard votre offre ou votre candidature il manque des pièces, il y a parfois la possibilité de régulariser. Il y a plusieurs types d'offres qui sont susceptibles d'être automatiquement rejetées. Il y a d'abord l'offre irrégulière. Là, ça veut dire qu'on a loupé un document qui était exigé dans le CE ou ne respecte pas le droit applicable. Mais généralement, il manque un document, une attestation, la grille tarifaire. Il y a possibilité, et j'insiste sur le fait que c'est une possibilité pour l'acheteur d'inviter le candidat à régulariser son offre ou sa candidature. Et c'est applicable dans toutes les procédures. Mais c'est uniquement à la discrétion de l'acheteur, ce n'est pas une obligation.
quand votre offre est inacceptable, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop chère par rapport au budget évalué par l'acheteur, et là également, il y a une régularisation qui est possible, et pas dans toutes les procédures, uniquement en fait, dans les procédures où il y a une discussion après le dépôt, c'est-à-dire en cas de procédure de négociation ou en procédure de dialogue. Et quand vous avez une offre qui est inappropriée, c'est-à-dire que vous répondez, on va dire, vous êtes à côté de la plaque, là, la régulation n'est pas possible, c'est un rejet d'office. Pour éviter cette demande de régulation, donc plusieurs écueils à éviter, et Arnaud vous l'a dit tout à l'heure, ne pas attendre le dernier moment pour prendre connaissance du DCE et déposer votre offre. Dès que vous avez le DCE, je vous invite à le lire immédiatement et déjà à identifier les pièces que vous allez devoir transmettre. Parce que certains acheteurs demandent parfois des copies de certificats, de diplômes, etc. Donc ça permet d'anticiper et de ne pas être 2 heures avant l'heure du dépôt à dire mince, je n'ai pas la copie de mon diplôme, je ne vais pas pouvoir répondre. Et non plus ne pas compter sur la possibilité offerte à l'acheteur de demander une régularisation. Il n'est pas tenu de le faire. Donc, si vous remettez une offre incomplète, sachez que l'acheteur n'est pas tenu de demander de régulariser. Il peut rejeter d'office. Ensuite, une fois que vous avez déposé votre offre et votre candidature, il y a possibilité pour l'acheteur de négocier. Cette possibilité-là est d'ores et déjà inscrite dans le règlement de consultation, puisque ça fait partie des règles du jeu avant d'attribuer le marché. Le principe fondamental pendant ces échanges en fait, avec l'acheteur, c'est que l'acheteur est tenu de veiller au principe d'égalité entre les candidats. Ce principe a des conséquences, c'est-à-dire qu'il faut qu'il informe les candidats de cette négociation et surtout des conditions dans lesquelles elles vont s'organiser. Et toutes ces conditions-là sont inscrites dans le règlement de consultation. Donc c'est vraiment un élément essentiel à bien lire et à prendre connaissance. En procédure adaptée, c'est-à-dire en dessous des seuils européens, la négociation est facultative. Généralement, l'acheteur public dans les règlements de consultation indique qu'il se réserve la possibilité de négocier avec tous les candidats ou avec quelques-uns. Cette phrase, ça veut uniquement dire que soit il décide d'attribuer le marché directement sans négocier, soit il décide, et ça sa discrétion, de négocier. Donc, ce qui implique pour vous de rendre dès le premier dépôt de votre offre une offre qui est 100% optimale. Ne pas penser que l'acheteur va de toute façon négocier, vous allez dans un deuxième temps, baisser vos prix, baisser votre prix ou revoir certains éléments en termes de délai, etc. Il faut vraiment rendre dès la première remise une offre 100% optimale. Donc, quelques recommandations s'agissant de la phase de négociation. Donc, d'ores et déjà, quand vous avez réceptionné le DCE, c'est vérifier si c'est une phase de négociation qui est organisée. Donc, en procédure adaptée, elle n'est pas obligatoire, c'est seulement la discrétion de l'acheteur public. Et en procédure formalisée, elle est interdite, sauf en procédure de dialogue ou de négociation. Mais les procédures d'appel d'offres qui sont des procédures formalisées, la négociation est interdite. Deuxième temps, c'est d'identifier les conditions de mise en œuvre de cette négociation, c'est-à-dire est-ce que tous les candidats vont être invités à négocier ou seulement les 3 premiers candidats, est-ce qu'il y aura des auditions et combien? Et est-ce que ces auditions seront faites à distance ou en présentiel, ce qui vous oblige en fait à prévoir sur votre plan de charge de vous laisser un certain temps de disponibilité au cas où vous serez appelé à être auditionné par l'acheteur public. Et évidemment, je vous invite grandement à participer à ces auditions. Un autre élément qui peut arriver entre le dépôt de votre offre et le choix du candidat, il est possible que parfois vous avez fait une offre très très attractive financièrement et l'acheteur public a l'obligation
de détecter ces offres anormalement basses. C'est-à-dire que par rapport à l'ensemble des offres qu'il a reçues, votre offre est vraiment très très basse et également basse par rapport à son estimation faite. Et il a pour obligation de les détecter, de les contrôler et de les rejeter. Donc, dans un premier temps, c'est à lui de détecter, et s'il en détecte une, souvent il les détecte via des formules mathématiques que je ne comprends pas tout le temps, mais rien que le prix suffit parfois à détecter une offre anormalement basse. Quand il la détecte, il a l'obligation de demander des informations au candidat. Et c'est là qu'il ne faut pas louper le coche. Et il va vous demander des informations dans certains délais, ne pas louper ce délai. Ensuite, il faut vraiment répondre de manière argumentée avec des preuves à l'appui sur votre prix. Dans le courrier que vous adressera l'acheteur, il est possible que celui-ci ne se contente pas de dire que votre offre est anormalement basse et prévenez, justifier votre prix. Il peut également vous donner quelques tuyaux en disant sur ce poste-là, vous avez prévu très peu de temps, donc le prix correspondant est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'il attendait, etc. Et c'est à vous, sur chacun de ces postes-là, de bien justifier votre prix. Et évidemment, s'il considère que ces justifications que vous avez apportées ne sont pas suffisantes, il retiendra la qualification d'offre anormalement basse et il est obligé de rejeter votre offre qui sera considérée comme irrémunérable. Voilà. Donc, quelques recommandations. Identifier les éléments de votre prix que l'acheteur considère comme faibles, puisque si vous avez un bordereau de prix unitaire, il pourra peut-être identifier que sur tel poste, c'est bas. Donc, quelques petits tuyaux de justification que vous pouvez apporter, c'est expliquer que les prix et les marges que vous avez proposés dans le cadre de cette offre, c'est les prix et marges couramment pratiqués par les autres professionnels du même secteur. C'est également les prix et marges couramment pratiqués par votre entreprise. Vous pouvez justifier cela en produisant par exemple d'autres actes d'engagement que vous avez obtenus dans le même secteur avec des achats publics, avec un même pourcentage de marge et de prix. Vous pouvez également, et je vous invite en fait d'être totalement transparent lors de cette réponse et donc de leur expliquer votre coût de revient, la marge que vous appliquez également dans le cadre de l'offre que vous avez remise. L'optimisation de certains postes de prix peut être expliquée parfois par votre proximité géographique avec le lieu d'exécution du marché ou par rapport à votre organisation interne, parfois l'usage de certaines assistantes administratives coûtent moins cher que des vrais techniciens. Il y a certaines entreprises qui, le technicien fait toutes les tâches administratives, évidemment le coût de revient n'est pas le même que si le technicien est assisté par une assistante administrative et puis peut faire en fait, notamment quand vous répondez en cas de mouvement, peut faire le lien entre chacun des acteurs avec l'acheteur. Voilà. Donc, une fois toute cette analyse, toute l'analyse des offres faites par l'acheteur, il lui appartient donc d'attribuer le marché, mais également d'informer les candidats dont l'offre aura été rejetée. Cette information est essentielle pour l'acheteur, mais surtout pour vous. En matière de procédure adaptée, cette information est automatique et elle doit être faite dans les plus brefs délais par l'acheteur. C'est une information simple, un simple courrier qui vous sera adressé en disant Madame, Monsieur, je vous remercie d'avoir candidaté, toutefois votre offre n'a pas été rejetée. Ça peut s'arrêter là. C'est à vous ensuite de faire une demande écrite à l'acheteur pour demander les motifs détaillés du rejet de votre offre. Et qu'est-ce qui se cache derrière les motifs détaillés de votre offre? C'est les notes que vous avez obtenues sur les critères de sélection des offres. C'est votre note donc globale, votre classement qui permet ensuite, ça va être, vous avez été classé 3e sur 7, comme ça vous permet de connaître
les candidats qui ont remis une offre régulière et les concurrents. Ensuite, vous pouvez également demander à ce que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue puissent vous être communiqués, ainsi que le nom de l'attributaire. En procédure formalisée, on a également une information automatique spontanée de l'acheteur. Cette fois, l'information va être beaucoup plus complète qu'en procédure adaptée. On aura les motifs de rejet de l'offre et si l'attribution de marché est intervenue, vous obtenez également spontanément de la part de l'acheteur le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit à retenir son offre. Il s'agit en fait de faire une comparaison entre votre offre et celle qui a été retenue. Et le plus important, également en matière de procédure formalisée, c'est connaître la date à compter de laquelle la signature du marché est susceptible d'intervenir. C'est une donnée essentielle pour savoir si on va avoir contentieux ou pas. Si votre offre a été rejetée, vous avez décelé dans le cadre de la procédure plusieurs irrégularités, il est peut-être souhaitable d'engager un recours contentieux. Je sais bien que la plupart des opérationnels sont un peu réticents à devoir attaquer les acheteurs publics, puisque ça peut être évidemment mal perçu pour les acheteurs, et dans ce cas-là, vous ne voulez pas avoir une cible sur le dos à chaque réponse. Mais parfois, je pense qu'il est nécessaire de montrer à l'acheteur public qu'il ne doit pas faire n'importe quoi, et il faut des fois le rappeler à l'ordre. C'est un schéma assez simple, mais c'est surtout pour vous donner un peu les clés d'action quand votre offre a été rejetée. Il y a il y a deux temps très importants. Avant la signature de marché, après la signature de marché. Évidemment, plus tôt on agit, mieux c'est. Donc, avant la signature du marché, il y a un recours, on va dire, d'urgence qu'on appelle le référé précontractuel qui doit être exercé avant la signature du marché. Si la signature du marché est passée, on ne peut pas exercer ce recours dont l'objectif est de suspendre la signature du marché. En procédure formalisée, une fois que le marché est attribué, l'acheteur ne peut pas signer de suite le marché. Il y a un certain délai, ce qu'on appelle le délai de standstill, pendant lequel la signature du marché est suspendue. Généralement, c'est un délai de 11 jours, mais si l'attribution a été faite par voie de courrier, c'est un délai de 16 jours. Mais maintenant, compte tenu de la dématérialisation des procédures, c'est essentiellement 11 jours. Donc 11 jours, c'est très court, et dès qu'on a le relevé de notre offre, il faut agir très vite. Donc, pour engager ce référé précontractuel, faut le faire avant la signature du contrat, c'est-à-dire avant la signature de l'acte d'engagement par l'acheteur. Ce recours est limité aux seuls candidats évincés et aux candidats potentiels. Dès lors que vous avez participé à l'appel d'offres, évidemment, vous avez un intérêt à agir et donc un intérêt à exercer un référé précontractuel. Toutefois, tous les arguments ne sont pas bons devant le juge du référé précontractuel. Seuls sont invocables les manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence prévues par le code de la commande publique. Et il ne faut pas oublier que ces manquements-là, il faut démontrer qu'ils vous ont porté atteinte à vous uniquement et pas seulement à tous les candidats. Sinon, ça ne marche pas. Et une autre condition essentielle pour que votre recours soit recevable, c'est de notifier votre recours à l'acheteur. Puisque si vous voulez avoir cet effet suspensif de la signature du marché, il est important d'en informer l'acheteur que vous avez exercé un recours en référé précontractuel et l'acheteur a l'obligation du coup de suspendre la signature. Il n'a pas le droit de signer le marché tant que le juge n'a pas rendu son ordonnance. Et tout l'intérêt de cette procédure, évidemment, c'est de suspendre la signature
et surtout d'obtenir de la part du juge l'annulation, par exemple, de la décision d'attribution et que le juge enjoigne à l'agent public de reprendre la procédure, soit dans son intégralité, selon le vice qui donne lieu à l'annulation de la procédure, soit au stade de l'analyse des candidatures, soit au stade de l'analyse des offres. Voilà. Ensuite, si jamais on a loupé le coche, si jamais l'acheteur n'a pas respecté son obligation de suspension de la signature du marché, il est possible d'exercer un autre recours en urgence et très peu de temps après la signature du marché, ce qui est le référé contractuel. Ici, on a 31 jours dans le cadre d'une procédure formalisée, 31 jours pour agir suivant la publication de l'avis d'attribution au journal d'annonce légale de l'Union européenne, ou 6 mois à compter du lendemain de la consultation, de la conclusion du contrat. Ici, les moyens locaux sont très limités. Soit il y a eu un défaut total de publicité, soit il y a eu un défaut de publicité au JOU, ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait un référé précontractuel, mais l'acheteur n'a pas respecté son obligation de suspension de signature du contrat. Et dans ce cas-là, de toute façon, si jamais l'acheteur n'a pas respecté son obligation, ça met fin à notre référé précontractuel. Mais par contre, on est fondé à exercer un référé contractuel devant le juge administratif. Et les pouvoirs du juge dans le cadre du référé contractuel sont beaucoup plus étendus puisqu'il peut annuler le marché, et ce qui obligera l'acheteur à refaire une procédure et à vous de recandidater et d'obtenir le marché. Il peut sinon le résilier, c'est-à-dire diminuer son délai d'exécution, il peut l'annuler, le résilier, c'est-à-dire qu'on y met fin au jour de l'ordonnance du juge et ensuite, sans pour autant qu'il y ait une annulation rétroactive, ou sinon il peut diminuer le délai d'exécution. Admettons qu'on a un marché qui s'exécute pendant un an, il peut diminuer à 6 mois. Ou pour finir, si jamais l'objet du marché est tel qu'il y a une importance particulière pour que ce marché continue d'être exécuté, l'acheteur ensuite peut être condamné à une indemnité financière. Voilà, c'est vraiment des recours qui doivent être exercés très peu de temps après votre rejet de l'offre. Et il est vraiment nécessaire, surtout pour le référé précontractuel, de prendre la tâche auprès d'un avocat dès que vous avez connaissance du rejet de votre offre pour que nous, on puisse agir dans les délais. Sinon, pour nous, ce qui est le plus important, évidemment, c'est le référé précontractuel. Si jamais on laisse passer ce délai de 11 jours, j'ai envie de dire que c'est foutu et que pour obtenir l'annulation du marché, c'est quasiment impossible, sinon très très compliqué. Si jamais, évidemment, on loupe ce délai de 11 jours, ça c'est compliqué, mais on a quand même d'autres moyens. C'est de demander quand même l'annulation du marché, de contester en fait ce marché cette fois au regard donc, des conditions dans lesquelles il a été conclu, mais également par rapport à son contenu. Là encore, il y a un délai, c'est 2 mois après l'accomplissement des formalités de publication de l'avis d'attribution. Également, il faut encore démontrer qu'on a l'intérêt à agir. Donc, en candidat élancé, on a naturellement l'intérêt à agir, mais il faut également démontrer que le moyen qui a été que le manquement qui a commis l'acheteur public est particulièrement grave, puisque post-signature du marché, pour obtenir l'annulation du marché, c'est assez compliqué. Le juge, en fait, il y a une sorte de graduation de ces sanctions par rapport à la gravité du vice. Si le vice n'est pas très grave, on va procéder à une régularisation du contrat. Si le vice est particulièrement quand même grave, mais qu'on ne peut pas mettre fin automatiquement à un marché public, notamment pour, par exemple,
je ne sais pas, notamment pour un hôpital public, on ne peut pas ne plus l'approvisionner du jour au lendemain. Donc, on peut considérer qu'il y a une résiliation à partir de telle date, ou sinon l'annulation. Et vraiment, l'annulation, c'est dans des cas extrêmement graves, des manquements d'une gravité vraiment importante, et c'est très rare d'obtenir une telle annulation. Si vous ne souhaitez pas mettre en péril le marché qui ne vous a pas été attribué, vous avez quand même la possibilité de faire une action indemnitaire auprès de l'acheteur public. Cette action indemnitaire vous permettra d'obtenir une indemnité pour le manque à gagner, uniquement si vous démontrez que vous avez, comment dire, il faut démontrer donc, que l'acheteur public a connu une règle d'attribution. Et celle-ci vous a porté préjudice, c'est que du fait de ce manquement, vous avez été évincé de manière irrégulière. Et que du coup, vous avez perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché. Donc, si vous avez été classé 7e sur 7, on ne peut pas dire que vous avez une chance sérieuse d'obtenir le marché, mais si vous avez été évincé alors que vous étiez second ou 12e, dans ce cas-là, il est possible que le juge considère que vous avez une chance sérieuse d'obtenir le marché, et dans ce cas-là, vous aurez le droit d'obtenir une indemnisation du manque à gagner. Si jamais vous êtes classé, admettons, 6 sur 7 ou 7e, vous n'aurez pas, enfin, vous n'êtes pas considéré comme avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché, mais pour autant, si vous démontrez votre éviction irrégulière, il est possible d'obtenir au moins une indemnisation des frais que vous avez engagés pour soumissionner à cette offre. Donc, ce qui peut être intéressant. Pour pour argumenter en fait vos actions devant le juge, il est important de récupérer un maximum d'informations. Vous avez le droit, après la signature du marché, d'obtenir des informations et notamment des documents qui sont relatifs à la procédure de passation. Vous avez le droit notamment d'obtenir ce qui est très intéressant et ce qui est essentiel, le rapport d'analyse des offres. Donc, certes, ce rapport, en fait, ce rapport va vous montrer un peu les notes obtenues par chacun des candidats et les appréciations de l'acheteur, sous réserve toutefois du respect du droit, du respect du droit des affaires. Évidemment, vous allez connaître également les offres globales des candidats, mais pas le prix détaillé des candidats. Ça, l'acheteur n'a pas le droit de vous les transmettre. Toutes les données relatives au secret industriel, au secret des affaires, il n'y a pas le droit. Donc, vous allez avoir un rapport d'analyse des offres où il y aura certains éléments qui seront supprimés, puisque de fait, il n'a pas le droit de vous les transmettre. Il y a quand même certains éléments qui sont indispensables pour vérifier si l'acheteur a bien respecté son règlement de consultation, parce que généralement, un rapport d'analyse des offres se présente sous forme de tableau, et ce tableau, en fait, il reprend les critères de sélection annoncés dans le règlement de consultation. Et si par hasard, un nouveau critère est apparu dans ce rapport d'analyse des offres qui n'était pas annoncé initialement dans le règlement de la consultation, c'est déjà un premier réflexe à avoir et se dire mais ce n'est pas normal. Voilà, c'est un des exemples évidemment. Et c'est très important, je pense, de demander les motifs détaillés du rejet de votre offre. Cela permet ensuite d'identifier vos faiblesses et de retravailler à nouveau sur vos trames de réponse ou ne serait-ce que sur le contenu de votre offre. Et évidemment, en cas de rejet et de soupçon de non-respect du Code de la commande publique, on vous invite fortement à faire appel à un avocat. Vraiment, le Code de la commande publique, le droit de la commande publique est un droit très spécifique, très technique, très peu accessible, je pense,
pour des opérationnels. Et je vous invite fortement à prendre la tâche avec un conseil pour voir vos possibilités, vos chances d'obtenir l'annulation d'un marché ou exercer un référé pré-contractuel. Voilà, c'est la fin de notre présentation. On a un peu dépassé sur le temps puisque normalement on avait une demi-heure à la fin de questions. Mais à présent, on vous laisse la parole si vous avez des questions pour les personnes dans la salle, mais également pour ceux qui sont à distance. On voit. Effectivement, Marielle, nous avons quelques questions. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ça a l'air de marcher. Donc on va faire comme tel. Du coup, effectivement, Marielle, on a quelques questions. On nous demande, par exemple, bon, tout d'abord, si effectivement le support de présentation sera diffusé. Oui. Vous me confirmez que oui. Donc, effectivement, on vous confirme que le support de présentation sera diffusé. Ensuite, on nous demande, Marielle, au cours de la phase de négociation, quels sont les points qu'on peut négocier avec l'acheteur public? Par exemple, est-ce qu'on peut négocier les prix, les délais, les pénalités, les clauses de limitation de responsabilité? Et surtout, comment est-ce qu'on le formalise du coup dans notre réponse initiale? Et si on doit le formaliser surtout? Dans la réponse initiale, non, on ne va pas le formaliser. En termes de négociation, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une modification substantielle de votre offre. Ce qui veut dire que votre prix ne va pas être divisé par 2, les délais non plus. Et concernant les pénalités, j'ai envie de dire tout est une notion d'équilibre dans le contrat. Et l'idée, c'est de se rapprocher quand même le plus possible de l'offre initiale et du contrat initial. C'est vraiment des négociations qui doivent apporter des modifications vraiment à la marge de ce que vous avez proposé et de ce que l'acheteur vous propose. Donc, ce que l'acheteur vous propose de faire signer le contrat. Très bien, merci Marielle. Est-ce que, alors là, on a fait le tour à peu près des questions qu'il y avait sur la plateforme dématérialisée. N'hésitez pas à nous en poser d'autres aussi, vous qui nous suivez de loin par Internet. Est-ce que dans la salle, on a quelques questions aussi, éventuellement, madame? Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Au début, quand vous parliez de trouver des appels d'offres, vous avez parlé de 3 possibilités, dont les prestataires payants. Je veux savoir lequel conseil les prestataires payants étaient susceptibles de fournir. Concrètement, les prestataires payants, pour avoir une analyse un peu détaillée de leurs propositions, vous pouvez aller sur leur site internet, vous les retrouverez via les logos qui étaient présentés. Maintenant, concrètement, ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez les voir, vous allez leur dire, bon, bah voilà, moi je bosse dans tel domaine. Ils vont généralement vous proposer en fait une liste de mots-clés. Et puis eux, en fait, selon une périodicité qui est à convenir, ils vont faire des recherches pour vous. Et ensuite, après, ils vont vous diffuser via courriel ou autre, en fait, une information en vous disant, bah voilà, il y a tel marché, voilà, sur lequel vous pouvez éventuellement candidater. Et après, ça va vous d'y aller. Maintenant, vous avez aussi d'autres prestataires qui vous proposent des prestations en plus. Ça va être par exemple de l'accompagnement administratif, parce qu'en fait, c'est un élément qu'on n'a pas trop abordé, parce que là, on voulait être un peu opérationnel. Mais quand vous candidatez à un marché public, vous avez donc effectivement une offre, ce que vous faites, ce que vous avez à proposer, mais vous avez aussi un certain nombre de pièces de la candidature à proposer. Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que si vous les avez déjà transmis une fois à un acheteur, on a un principe qui s'appelle « dites-le nous une fois », qui fait que vous n'avez pas à le présenter à chaque fois, et surtout pas forcément dès le début. Mais eux, ils peuvent vous accompagner justement pour réunir toutes ces pièces administratives, s'assurer justement de ce suivi un peu administratif de la préparation de votre offre. Ça, c'est aussi des prestataires qui peuvent assurer ce type de mission. C'est très intéressant si effectivement on veut vraiment se positionner dans les marchés publics en tant que vecteur de développement. Donc, ça implique un peu d'abattage, si je peux dire un peu trivialement. Et ça prend du coup beaucoup de temps. Donc, ça peut vous aider à en gagner. En contrepartie d'un coût, bien sûr. Monsieur, oui, vous avez peut-être une petite question. Je crois que monsieur Lefou. Bonjour. En termes de négociation, vous avez dit que dès la première présentation, il faut présenter sa meilleure offre, c'est-à-dire le tarif généralement qui est très serré, le plus bas. Et donc, qu'est-ce qui nous reste en termes de négociation? Parce que moi, ce que je soupçonne, je me suis fait avoir une fois dans ce domaine, ce que je soupçonne, c'est que quelquefois vous êtes déjà pratiquement retenu, mais que par principe, l'acheteurs vous propose une négociation pour diminuer encore votre prix. C'est un genre de poker menteur, si je puis dire.
Voilà, donc quelle est ma position là-dessus? Voilà, quand vous avez déjà pris des prix très très serrés, la marge de négociation elle est inexistante quasiment. D'accord. Donc, ce qu'on appelle phase de négociation, voilà, c'est un temps d'échange entre l'acheteur et l'opérateur. Après, libre à l'opérateur économique, donc au candidat, de baisser son prix ou de maintenir son prix et de rajouter des petites prestations, parce qu'il ne faut pas modifier l'objet du marché, mais un peu d'ajuster ou de dire à l'acheteur, voilà, vous me proposez un délai de temps, moi je suis capable de faire un peu moins. Après, ça va être libre à vous de baisser davantage ou sinon de maintenir. Ce n'est pas une obligation de baisser les prix, évidemment. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure du principe dites-le une fois. Et je voudrais bien savoir ce que c'est un peu plus, ce principe-là, si c'est possible. Je vais intervenir. Complètement, le principe, dites-le nous une fois, c'est des principes qui ont été mis en œuvre en fait, dans le cadre de la réforme de la commande publique et en particulier des marchés publics, et qui a pour objectif en fait, de faciliter le processus d'achat public. Initialement, le problème, c'est quand vous répondez en fait, à un marché, à chaque fois, il fallait produire en fait, vos pièces de candidature en fait, pour chacun des marchés. Ça prend énormément de temps, ça sur le plan administratif, c'est très lourd. Donc l'idée, en fait, c'est qu'à partir du moment où vous avez déjà communiqué justement à une administration vos pièces de marché, et pour le prochain appel d'offres, vous ne serez pas obligé de les recommuniquer, sauf si vous avez des changements substantiels. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a un élément aussi aujourd'hui qui fait que, au moment où vous allez déposer votre candidature, vous ne serez pas forcément obligé en fait de produire toutes ces pièces-là à ce moment-là. Vous serez peut-être appelé en fait à les produire au moment où vous allez être sélectionné. Et là, on va effectivement vérifier si vous respectez à ce niveau-là. Ça, c'est des logiques en fait qui sont vraiment liées à la volonté un peu de concrètement, quand on a eu la réforme des marchés publics, on s'est rendu compte que c'était bien d'imposer des règles, parce que l'objectif, c'est on manipule des deniers publics, hein, donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais en même temps, si on contraint trop et qu'on n'apporte pas assez de souplesse aussi dans le fonctionnement, c'est un frein aussi à l'achat public et au développement économique et au dynamisme même des services qui sont portés par nos acteurs publics, autorités centrales, collectivités, groupements de collectivités, établissements publics. Donc voilà, c'est un peu la logique qui a été poursuivie par ces principes-là. Dites-le nous une fois, la dématérialisation des procédures, voilà, ça apporte un peu de souplesse et d'huile dans la machine, si je puis dire. Je voudrais savoir quelles sont les bonnes pratiques et les modalités éventuellement de clause de révision de prix. Je prends un exemple, on signe un marché qui engage sur une durée de 1 an. On fait appel à des fournisseurs matériaux qui nous imposent des modalités de prix sur des périodes très courtes pour tenir compte d'une possible évolution des prix des matériaux. Comment est-ce qu'on pourrait clarifier ça, nous, dans nos offres? Et la deuxième question qui est un peu liée à ça, c'est-à-dire que on nous donne dans le marché un délai pour rendre des prestations, mais dans le marché, il n'est pas précisé pénalité en cas de retard. Est-ce qu'il y a une règle qui s'applique si ces pénalités ne sont pas décrites dans le marché? Donc là, c'est un peu des questions plus liées à l'exécution. Pour anticiper un peu les éventuelles évolutions de tarifs pratiquées par vos fournisseurs. J'ai envie de dire que c'est un peu compliqué de répercuter cette évolution à la hausse de ces prix envers l'acheteur, puisque vous avez répondu à un marché avec des prix, donc prix unitaire ou prix global, qui sont fermes par principe, mais qui peuvent être révisés. Et dans ce cas-là, c'est l'acheteur, en fait, dans les conditions du marché, souvent dans le CCAP, qui prévoit une formule de révision. Donc, charge pour vous si jamais il y a une négociation qui est prévue, de leur indiquer que cette formule de révision n'est pas adaptée, puisque vos fournisseurs pratiquent une évolution des prix tous les mois ou tous les 2-3 mois. Ça fait partie des éléments à regarder, mais généralement, je vous accorde que les candidats ont très peu de marge de manœuvre là-dessus. Il y a juste peut-être un élément à titre complémentaire, parce que là, on est en train de toucher un peu du bout des doigts aussi des sujets qui sont liés à la hausse du tarif des matières premières, toutes ces questions-là qui sont très prégnantes.
Nous, on a beaucoup de retours de la part justement de co-contractants de l'administration sur ces sujets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'éventuellement dans votre contrat, et on le dit vraiment en 2 mots, parce que c'est pas vraiment le sujet non plus de la présentation, vous pouvez avoir des clauses de réexamen qui éventuellement vous permettent de travailler sur ces prix-là. Mais je ne vous ai pas ces clauses-là en fait, qui sont dédiées, qui doivent bien encadrer tout le processus de réexamen des clauses. Concrètement, vous allez avoir quelques mécanismes éventuellement, vous allez pouvoir mettre en œuvre, notamment on pense à l'imprévision, mais là vous avez des conditions de temporanéité notamment, qui peuvent beaucoup limiter votre marge de manœuvre. Voilà. Mais en tout cas, pour des marchés qui ont été signés justement avant la hausse du prix des matières premières, vous pouvez avoir des leviers de négociation auprès des acheteurs. Maintenant, ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué. Vous avez des acheteurs qui sont conciliants, d'autres qui le sont moins. Donc voilà, il y a un vrai travail à faire et des analyses un peu au cas par cas aussi à mettre en place. Mais il peut y avoir des solutions aussi envisagées sur ces sujets-là et c'est vraiment des sujets qui sont très prégnants en ce moment. Bonjour, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont en mesure d'accompagner les réponses au marché public ou de structurer, parce que ça prend, vous avez dit, ça prend du temps et la première fois en France, on a tout à faire. Et du coup, est-ce qu'il y a des services qui peuvent nous accompagner? Alors, vous avez effectivement des prestataires. Alors, souvent, les entreprises, moi, j'en connais pas. Par contre, vous avez des personnes qui en individuel font ce travail-là. Par contre, concrètement, ça va être un travail d'accompagnement sur le plan administratif. Et sinon, ça va être un travail de mise en forme, éventuellement, de ce que vous avez fait. Par contre, tous les aspects design ou autres, ils ne le font pas forcément. C'est-à-dire que concrètement, je sais pas, vous avez mis votre curriculum vitae, il y a de la police 12 en Arial, du time new roman en 11. Ils vont remettre ça en forme, ils vont justifier vos paragraphes, ils vont s'occuper de vos sauts de page, s'assurer que la conversion au format PDF se fasse bien et tout. Mais par contre, ils vont pas faire un travail de design, on va dire, de votre offre là-dessus. Donc ça, après, il s'agit un peu d'aller voir ce qui se fait éventuellement sur Internet en termes de prestations dans ce sens-là, ou alors de développer vos qualités, si je puis dire, artistiques, en découvrant les icônes, le smart art sur PowerPoint, ce qu'on a essayé d'utiliser un peu dans la présentation. Et plus généralement, vous avez aussi des logiciels de dessin vectoriel. Enfin voilà, vous avez un certain nombre de choses comme Illustrator, notamment sur PC. Vous avez OmniGraffle sur Mac. Enfin bon, je vous cite comme ça un peu à la va-vite. Mais voilà, des logiciels qui peuvent vous aider un petit peu à designer votre présentation. Ça peut être éventuellement des solutions. Pour compléter, sûrement peut-être des agences de communication qui peuvent également vous accompagner sur votre présentation, voilà. Du moins la forme et un peu peut-être travailler le contenu. Juste en guise de complément, quand on parlait des groupements tout à l'heure et dans l'idée de se faire connaître, ouais, nous par exemple en tant qu'avocat, on intervient généralement, enfin, très souvent avec des ingénieurs qui interviennent dans tous les domaines. Moi, par exemple, je travaille beaucoup dans le domaine de l'eau potable, donc je travaille beaucoup avec des cabinets d'ingénierie dans le domaine de l'eau. Je travaille avec des financiers aussi, mais par exemple, parfois, on a besoin d'agences de communication. Par exemple, concrètement, vous avez, là, par exemple, en 2020, vous avez les communautés, pour la plupart, entre guillemets, qui ont pris, enfin, celles qu'on connaît le plus, les communautés de communes d'agglomération, qui ont pris une compétence eau potable. Et ce transfert de compétences, il a fallu communiquer parfois auprès des usagers et tout. Et donc, il fallait mettre en place des plaquettes d'information. Et nous, on s'est retrouvés un petit peu parfois dépourvus parce que on n'a pas forcément des historiques de relations avec des agences de communication. Donc, parfois, vous avez vraiment des métiers qui peuvent sembler aux azimuts les uns des autres, qui peuvent se rencontrer sur des appels d'offres. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire connaître. Ça prend du temps, mais c'est intéressant. Et puis, ça peut être vecteur de nouveaux marchés avec des gens qui viennent vers vous, qui vous disent on constitue un groupement. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, c'est royal, ça vient à vous. Vous avez juste à mettre vos parties dans la trame et ça peut être intéressant. Donc, c'est des choses à avoir à l'esprit sur les groupements. Et je pense que c'est vraiment un aspect important à cultiver pour pouvoir répondre à des offres. Parce que, moi, en tout cas, je trouve que de plus en plus, il est difficile pour nous de répondre à des marchés uniquement dans notre domaine d'expertise. Après, ça dépend aussi de nos compétences. Il y a une personne, Marie, éventuellement, si tu veux répondre, ou je peux le faire aussi, qui nous demande justement si les TPE, les très petites entreprises, peuvent être évincées de par leur taille. Donc, je pense que c'est une question justement sur les capacités économiques et financières des candidats au marché public. Oui, donc par principe, évidemment, non. Tous les candidats sont admis à candidater. Mais parfois, c'est vrai que l'acheteur public veut quand même avoir des garanties auprès des candidats et exiger une capacité financière minimale, c'est-à-dire exige
un chiffre d'affaires minimal et aussi des compétences minimales. Et c'est évidemment, si jamais vous n'avez pas ces capacités financières et techniques minimales exigées par l'acheteur, bah, c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut développer vos partenariats. Et dans ce cas-là, quand bien même vous-même ne respectez pas vos capacités, si vous répondez en groupement, vous pouvez vous appuyer en fait sur les capacités du mandataire ou de votre co-traitant pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. Pour les questions Internet, donc Madame Leray, oui, vous aurez effectivement le support de présentation, une question qui nous a été reposée par un participant sur la plateforme dématérialisée. Éventuellement, est-ce que vous auriez d'autres questions complémentaires à nous poser? Oui, monsieur. Oui, pour compléter la question de monsieur sur les fortes augmentations de prix, les difficultés d'approvisionnement, etc., sur lesquelles on ne peut pas respecter toujours les conditions d'appel d'offres, comme une fois qu'ils sont signés. Si ces conditions, on peut vraiment plus les respecter, est-ce qu'il y a une possibilité de résilier? Et quelles sont les conditions de résiliation éventuellement? J'ai une deuxième question, pardon, j'ai deux trop. Vous parliez de procédures adaptées, personnalisées, etc. Je crois que ça doit correspondre à des seuils. Quels sont ces seuils éventuellement, si vous avez en tête? Je ne sais plus parce que ça change. Oui. Non, si tu veux éventuellement répondre. Donc, première réponse concernant les modalités de résiliation d'un marché, si jamais vous ne parvenez plus à respecter vos engagements, je ne peux pas définir avec précision les conditions de résiliation parce qu'à chaque fois, elles sont propres à chaque marché et elles sont généralement prévues par ce qu'on appelle le CCAP, donc les cahiers des clauses administratives particulières. Mais par principe et généralement, lorsque l'attributeur ne parvient pas à respecter ses engagements en termes de délai, ça peut être constitutif d'une faute et l'acheteur est fondé à résilier le marché pour faute. Ensuite, si jamais vous avez la chance d'avoir un acheteur conciliant, et je pense que tout l'intérêt dans ce genre de situation, c'est de prévenir bien en amont l'acheteur de vos difficultés, d'être totalement transparent pour que lui, en fait, ne tombe pas dénu au dernier moment quand il souhaite, par exemple, entrer dans son nouveau bâtiment et lui dit ben non, on n'a toujours pas tel élément. Il vaut mieux le prévenir bien en amont des difficultés que vous rencontrez. Voilà, il n'y a pas de solution unique dans ce genre de cas. Et également, il ne faut pas hésiter à inviter l'acheteur à négocier ou à conclure un avenant de prolongation de délai. Ça peut également être une solution pour éviter la résiliation, j'entends. Il y a un élément, par contre, effectivement, si vous vous retrouvez dans une situation où concrètement vous ne pouvez plus exécuter les prestations du marché, effectivement, vous pouvez envisager une résiliation sur le fondement de la force majeure. Après, là, il faut vraiment une analyse au cas par cas parce que, en fait, vous avez des fondements textuels qui vont varier en fonction du fait, est-ce que vous êtes sur un marché de travaux ou un marché de services et de fournitures. Tout dépend aussi de la réglementation qui a été passée. Tout à l'heure, je parlais des cahiers des clauses administratives générales, les CCAG. Vous avez les CCAG 2009, les CCAG 2021, les stipulations dans ces documents qui sont administratifs, mais pour une valeur contractuelle, s'ils sont visés par votre contrat, votre marché. Vous allez avoir des fondements juridiques à adapter. Donc ça, c'est des choses, par exemple, qui pourraient être intéressantes d'envisager avec voilà, quelqu'un qui est compétent pour vous accompagner dans ce domaine. Donc vous avez des solutions. Mais ça, la résiliation pour force majeure, il faut peut-être l'envisager un peu comme un pis-aller. Avant ça, vous pouvez peut-être négocier sur la base d'une clause de réexamen, par exemple, si elle est présente dans votre marché. Vous pouvez aussi, s'il n'y a pas de clause de réexamen, envisager justement une indemnité sur le fondement de l'imprévision. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de temporanéité. En début d'année, vous avez signé un marché, et puis là, vous avez une hausse des matières premières. Vous allez pouvoir jouer sur l'imprévision. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une hausse des matières premières si vous avez signé un marché cet été. Notamment dans le domaine de tout ce qui va être charpenterie, acier, etc. Charpente, pardon, en acier ou autre. Là, concrètement, ça va être très compliqué de jouer sur ces mécanismes-là. Maintenant, on est vraiment sur du cas par cas. Mais par contre, effectivement, on voit que c'est des sujets qui sont extrêmement prégnants aujourd'hui auprès des co-contractants de l'administration parce qu'on a des clauses de révision et des indexations qui sont pas adaptées. Et ce, en dépit du fait qu'avant la hausse des tarifs des matières premières, on avait une baisse
justement du tarif. Aujourd'hui, la hausse a été tellement énorme qu'on a une situation effectivement de déséquilibre qui peut être très compliquée à gérer par les opérateurs économiques. Il y a éventuellement une solution qu'on peut envisager aussi, c'est de négocier avec vos fournisseurs. Vous en avez certains qui ont une capacité à négocier, d'autres qui ne le font pas. Mais ça aussi, ça peut être quelque chose d'important, surtout si vous avez des rapports de fidélité entre guillemets avec ces fournisseurs, que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelque chose aussi peut-être à envisager pour qu'ils ne vous appliquent pas non plus des hausses de tarifs trop importantes que vous ne pourrez pas ensuite impacter pour votre marché, enfin, sur votre marché. Ça, c'est un élément à avoir à l'esprit. Après, juste un élément en conclusion, mais là, ça reste vraiment de la généralité, si je puis dire, des portes ouvertes sur ton joli. On ne peut pas non plus tout faire passer sur l'indemnité d'imprévision, parce qu'il y a cette notion justement d'imprévisibilité, d'extériorité, des éléments aussi qu'il faut prendre en compte et qui font que on ne peut pas tout obtenir et on ne peut pas obtenir une indemnisation entière, entre guillemets, de ces préjudices. Voilà. On a pas mal de docs là-dessus. L'imprévision, c'est quand même un mécanisme très, très particulier. Et même, par exemple, dans les années 70, qu'on a eu justement à la crise pétrolière, on a eu parfois des situations où c'est pas passé. Et dans les années 90 aussi, on a eu des crises. C'est moyennement passé aussi 2007. Donc voilà, c'est un mécanisme. Il faut vraiment analyser votre situation au cas par cas. Aller dans vos bilans, dans vos factures, bien regarder les choses pour savoir si on peut vraiment jouer là-dessus. Il ne s'agit pas d'aller faire toc toc toc. On va jouer sur l'imprévision. Ça va pas forcément marcher là-dessus. Voilà. Vous avez pas mal parlé de groupement. Est-ce qu'il faut être en association juridique pour répondre à ce format d'événement? Je réponds tout à fait. Oui, je t'en prie. Alors, pour former un groupement, c'est vraiment, ça n'a pas de capacité juridique, ou ce n'est pas une entité juridique propre ou à part. C'est un partenariat entre sociétés, donc chacun a sa propre entité, et il convient simplement, généralement, et c'est conseillé, de conclure une sorte de convention qui vont définir les tâches propres à chacun, la répartition après du prix du marché entre chaque membre du groupement, et également qui va jouer le rôle de coordinateur. Généralement, c'est le mandataire. Voilà, qu'est-ce que fait vraiment le mandataire, etc. Mais il n'y a pas d'aide juridique formelle à prendre. On conseille de conclure une convention. Certains font des groupements sans établir cette convention. C'est vraiment conseillé, d'autant plus quand on candidate en groupement conjoint, puisque là, dans cette configuration-là, les membres ne sont pas solidaires entre eux, mais si jamais il y a un problème en cours d'exécution et qu'on va devant le juge peut requalifier ce groupement conjoint en groupement solidaire, et dans ce cas-là, tout le monde est solidairement lié, puisqu'il n'a pas été établi et ni visé par l'acheteur la clé de répartition des tâches et du prix. Il faut bien détailler, en fait, lorsqu'on remet son offre, qui fait quoi et donc à quel prix. Quelle est la différence entre un groupement et un marché multi-attributaire? La différence, c'est que vous allez candidater à un marché, vous allez répondre en groupement. Donc, le groupement forme un candidat, si je puis dire. Un marché multi-attributaire, c'est généralement dans le cadre d'accords cadres, c'est-à-dire que ça veut dire des demandes périodiques de la part de l'acheteur. Il va attribuer un marché, cet accord cadre, à plusieurs candidats. Et selon la disponibilité de chacun ou selon ce qu'il a déterminé dans la de la consultation, il fera appel à l'un de ses candidats qu'il a choisi. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si d'un côté, en fait, ça se passe du côté de la commande publique et l'autre, c'est différentes personnes qui répondent qui décident de s'associer. Un marché multi-attributaire, les différents candidats qui sont retenus ne sont pas associés. Voilà. Très bien, écoutez, je crois qu'on a légèrement dépassé la durée de cette présentation. On vous remercie pour ces échanges, ces questions. On espère vous avoir apporté, du moins traduit notre expertise juridique pour vous apporter justement un soutien un peu opérationnel dans le cadre de la préparation à vos appels d'offres. Et comme vous le soulignez, l'indiquez tout à l'heure, ce sur votre présentation pour vous être diffusé. Alors après, on vous laisse voir avec le barreau de Nantes pour le modèle de transmission. Voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre attention, votre présence
ici à la Maison de l'Avocat et également aussi en distanciel pour la quinzaine de personnes qui nous a suivis assidûment. Et je vous remercie également pour vos questions. Voilà, excellente fin de semaine à vous. Au revoir.